Bonjour à tous, bienvenue sur ataride.com. Aujourd'hui, on est avec Paul Serin, qui est un triple champion de France, qui a fait de nombreux bons résultats sur les coupes mondiales. Et on va revenir en détail sur son passé aussi de rider pro. Et aussi maintenant, il est beaucoup plus impliqué dans le développement, donc on va parler un peu de tout ça. Allez, on va discuter avec lui. Salut Paul, comment ça va? Salut, bah super, et toi? Ouais, ça va, c'est pas mal. Merci de répondre aux questions. On va évoquer pas mal de sujets parce que tu as été un jeune kitesurfer, après un rider pro, et puis maintenant tu es impliqué dans le développement. Donc ça fait pas mal de sujets à aborder. Mais d'abord, on va parler un peu de ton passé parce que ça fait combien d'années que tu kites maintenant? Ça fait pas mal d'années, hein? Ouais, ça fait pas mal d'années, ouais. J'ai commencé quand j'avais 10-11 ans, et là j'en ai 26, donc ça fait une bonne quinzaine d'années, et même avant 10 ans, je faisais déjà du cerf-volant sur la plage avec une grosse planche, des fois sur l'eau quand c'était pas trop fort, donc ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Ouais, parce que chez toi, c'est un sport de famille, le kitesurf, avec toute ta famille en fait. Ouais, en fait, mon père faisait de la planche à voile, puis dès que le kite est sorti en 98, il a acheté une des toutes premières neiges, je sais plus comment elle s'appelait, avec la tête de mort dessus là. Et Ouais. en deux lignes. Du coup, il a tout de suite essayé. Bon, au début, c'était un peu. Il essayait un truc, il se prenait une boîte, il réessayait un autre truc. Et il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas de tuto sur YouTube, il n'y avait rien, quoi. Donc, c'était un peu. C'était la belle époque, quoi. Et après, moi, j'ai enchaîné. J'étais trop petit, trop léger au début. Et puis, j'ai enchaîné en suivant, en le voyant faire, quoi. Et tu te souviens de ta... Parce que tous on a ce souvenir-là de ta première aile, enfin la première aile que t'as volée. T'en souviens encore? Ouais, je m'en souviens, je l'ai encore, hein, d'ailleurs. C'était une AR5 4,5, si je me souviens bien. Et je faisais tout avec ça. C'était l'une des premières quatre lignes et c'était vraiment l'aile, c'était mon aile, quoi. Et c'était trop cool déjà d'avoir une aile à moi, donc c'était vraiment sympa et je l'ai toujours d'ailleurs, elle est toujours dans le garage. Je l'ai retrouvée l'autre jour en rangeant. Et parce qu'après, du coup, de mémoire, hein, t'étais un peu la scène montante du kite. Pour nous qui regardions le kite, t'étais un peu assez fort. Et en gros, j'ai le souvenir que t'es allé chez Neige, parce que peut-être t'étais un peu inspiré aussi par Kevin à l'époque, quand t'étais plus jeune, ou pas? Ouais, j'étais pas mal inspiré par le style de Kevin et sa façon de rider. Et surtout aussi, j'ai été soutenu au début par un shop local qui à l'époque était un Neige Pro Center à Leucate. Et donc j'ai commencé comme ça à rentrer dans le milieu, d'abord à avoir des prix sur des kites et mes parents m'ont aidé à les acheter, puis après je les revendais et voilà, j'ai commencé à faire mes premières compètes et après petit à petit du shop je suis passé dans un réseau national chez Neige France, puis après international et puis après voilà. Du coup, après, c'est vrai que bah voilà, t'as subi toute une progression. T'es même allé à Hawaï naviguer, ce qui doit être quand même pas mal, hein. Je suis allé deux fois à Hawaï pour les photoshoots là, c'était un peu comme un rêve qui se réalisait quoi, parce que les vidéos je les regardais depuis que j'étais tout petit, donc arriver à Maui et découvrir les locaux de neige, le spot mythique de Okipa, tout ça, c'était un rêve qui se réalisait. Et surtout, la première fois, j'ai fait un mois, donc c'était vraiment trop bien, quoi. Ouais, et après, du coup, t'as sans doute accompli un autre rêve parce qu'à l'époque, quand on était jeune, c'était les vidéos F1 qui étaient assez magiques. Du coup, quand t'as changé, t'as pris aussi une part plus importante vers le développement. Au final, ta carrière de rider pro, elle est devenue. T'as eu un double emploi après, à ce moment-là, en arrivant chez F1. Pas dans le projet au tout début. En fait, au début, j'étais rider, puis j'ai continué les compètes. Et après, le fait que je sois de Montpellier, que je sois assez disponible et que voilà, j'ai pas mal d'expérience dans le kite, ça a plu à Raph et Raphaël Salle. Et du coup, il m'a proposé de m'initier doucement au développement du matos. D'abord en bossant sur les kites de freestyle que je connais bien, les C-Shape. Donc c'est quand même, ça reste quand même des kites assez faciles à régler parce qu'il n'y a pas de bridage et c'est que du profil et du feeling. Et puis petit à petit, m'orienter vers la bandit et les autres kites. Et c'est vrai que cette année, depuis septembre, là, c'est l'année où enfin, je me suis vraiment mis à fond avec lui dans l'R&D et on passe beaucoup de temps dans l'eau. Ouais. Et explique-nous un petit peu le processus de développement parce que du coup, en gros, là, cette année, il y a la boulite qui est arrivée, qui est clairement un programme Big Air. Comment ça se passe? Vous en parlez entre vous, enfin, on va dire ceux qui testent, des besoins qu'ont le marché. Vous faites des protos, vous faites des tests, le designer vous pond enfin voilà, comment ça se passe au début d'un processus on décide de faire une nouvelle aile, quoi. Comment ça peut se lancer?
Alors, les idées de base, c'est Raph souvent qui les a. Après, c'est une demande qui voit ou qu'il a envie de cibler. C'est vrai que le King of the Air, c'est vraiment pour les marques, c'est la compète où tu as envie de voir ta marque sur le podium, tu vois. Donc tu as aussi envie que tes riders ils aient le matos qui permet d'aller sur les podiums. Donc c'est ce que Raph avait envie. Et du coup, moi j'ai tout de suite accroché au projet parce que petit à petit, je m'oriente un peu plus vers le Big Air. Donc un kite de Big Air spécial King of the Air, c'était vraiment trop bien. Donc il m'a un peu confié aussi le dossier parce que bah, même si lui il sait faire des kite loops, il sait sauter et tout ça, mais arriver à pousser le kite quand on teste, c'est autre chose. Donc voilà, ouais, après il part avec les premiers protos, c'est vraiment le premier proto, enfin on fait une 3-4 protos et ils ont rien à voir quoi, tu vois. Et du coup, on teste ça, on en dégage un ou deux qui correspondent à peu près à nos attentes, au cahier des charges qu'on veut remplir. Et après, avec ces deux protos, on en fait d'autres et ainsi de suite. Et en gros, je crois que la version qu'on a validée de Bullet, c'était la 900, euh, c'était la 11e en gros. Donc D'accord. on a fait 11 protos de Bullet. Et on a validé la 11e. Et encore derrière, il y a la 12 et la 13 qui au final, on a fait plus, mais on est revenu en arrière pour garder la 11e. Et ouais, voilà, à chaque fois, en fait, on fait des retours. Moi, en tant que testeur, en fait, c'est important de faire des retours de feeling. Tu vois, je suis pas là pour dire il faut rajouter un nœud ici ou changer quelque chose sur le kite. Moi, c'est vraiment du feeling où je dis bah, j'aime bien dans la barre, j'aime bien la pression en barre, j'aime bien ce kite loop. Et après, derrière ça, le designer, ben, c'est Robert Graham. Lui, il interprète ça sur des plans et sur le kite et il sort un nouveau proto et ainsi de suite. On avance comme ça et on arrive à avoir un bon kite, quoi. Et lui, il est jamais là sur les phases de test avec vous, Robert Graham? Alors, si, lui, il vient souvent sur les trips. On fait des trip tests. C'était mon premier cette année que j'ai fait au Cap-Vert, là, de 10 jours. Donc il vient et du coup, bah, là, il est sur la plage ou même il teste avec moi des fois. Mais souvent, il est sur la plage et il regarde comment l'aile évolue, comment la façon que j'ai de rider avec, si je vais vite sur l'eau, si je dois l'envoyer loin derrière pour monter ou si je redescends vite. Et en fonction de ce qu'il voit et ce que je lui dis, il fait un résumé à peu près et il fait évoluer le plan, quoi. Et toi, du coup, tu arrives à te remettre à un niveau, parce que c'est Damien qui racontait ça, qui dit que les riders pro comme toi, ils sont tellement forts entre guillemets que de toute façon, tu leur mets n'importe quel kite entre les mains et ils arriveront à s'en sortir. Toi, tu arrives à redescendre entre guillemets ton niveau, à te mettre à un niveau, on va dire, de soit pour la boulite d'intermédiaire ou de débutant plus pour vraiment voir un peu les erreurs qu'ils peuvent faire ou pas. Est-ce que c'est évident pour un testeur ou facile de redescendre son niveau? Alors, non, c'est pas vraiment facile. Ouais. C'est vrai que enfin, l'avantage, c'est quand je testais des WTF, là, les kites de freestyle, c'est que bah, là, j'ai pas besoin de redescendre mon niveau. C'est vraiment faire du pur freestyle et pousser le kite. La bolide, c'est un peu pareil parce que c'est un kite quand même King of the Air, Big Air. Donc, il faut quand même essayer de la pousser dans ses retranchements. Mais c'est vrai que maintenant que la bandit s'oriente un poil plus freeride, il faut se mettre un peu dans la place, dans la peau d'un rider qui veut juste se régaler et pas se prendre la tête. Et c'est vrai que Raph et Mika, l'autre testeur, le font très bien. Moi, j'ai un poil plus de mal. Mais petit à petit, là, ça va de mieux en mieux, quoi. Juste avant qu'on soit confiné, là, on finissait les tests et ça va, je commençais à avoir les mêmes retours qu'eux et on arrivait à tous à avoir les mêmes feelings, quoi. Mais c'est vrai que c'est délicat, ouais. Parce que moi, j'ai envie toujours de faire des sauts, de sauter, de me déhooker, tout ça, mais en fait, pas du tout, quoi. Il faut rester sur des trucs basiques et essayer de sentir des choses simples. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident et juste de voir rien que le fait de, tu vois, de lâcher la barre quand l'aile est au zénith au-dessus de toi, ça c'est une erreur qu'un débutant fait quand il est en et que nous forcément, bah, on sait gérer la voile, donc c'est pas quelque chose qu'on fait. Ouais, ben ça, tu vois, c'est un truc que je ressens. Ça se ressent assez facilement. Tu vois si ton aile, elle va décrocher ou pas quand t'es au zénith et si tu pousses la barre fort. Et c'est vrai qu'elles le font plus trop maintenant. Et voilà, après, c'est ce que. Il faut arriver à faire un kite pas trop physique, que ce soit pas dur si le vent est un peu léger qui doit la faire bouger. Arriver à faire un kite qui tire pas trop dans le harnais pour pas qu'il se pète le dos. C'est trouver un juste milieu entre tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est super intéressant et ça prend beaucoup de temps, hein. Ah bah là, ouais, si en plus à chaque fois t'as tous les petits détails de bridage sur les avants, c'est un sac de nœuds, on va dire. Je commence à savoir que quand tu fais un nœud
un bridage, ça fait ça et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'après, c'est Raph qui fait plus ou moins, qui sait exactement ce que ça fait quand il fait un nœud là et qui décale un nœud à droite à gauche, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, ce qui est incroyable, c'est que 1 ou voire 2 millimètres, ça change tout, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, ouais, c'est vrai, il faut être bien précis, ouais. Et après, il y a Mika, du coup, alors il y en a beaucoup qui doivent pas le connaître, mais Mika, c'était un monument quand toi t'étais jeune, hein. C'était une star du kite, hein, à l'époque, hein. Mika, Mika Fernandez, c'était une légende à l'époque, je crois, il est champion du monde KPWT, là. Et il a toujours. Ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours. Moi, je le compare un peu à un chat, il pose tout, il tombe jamais. Et il a toujours ce style, ces board-off vraiment stylés, bien tweakés. De temps en temps, bon, ça fait longtemps qu'il a pas fait, mais des fois, il se remet à faire du freestyle et il a toujours des restes, quoi. C'est fou, hein, il arrive toujours à faire des front lines et tout. Mais ouais, il est vraiment rigolo. Et c'est vrai qu'en hiver, on navigue souvent avec des bonnets et il est jamais mouillé, hein. Et il a toujours ses lunettes de soleil. C'était sa marque de fabrique, ça, à l'époque. Voilà, ça, il les a toujours, ouais. Toujours lunettes de soleil. Et parlons un peu plus du coup, de shape à proprement parler. Tu sais qu'il y a un débat qui est important entre le VO et le VBA. Toi, quels atouts tu trouves dans le VO? Parce que vu que tu travailles, tu développes des ailes sur des VO, qu'est-ce que tu trouves intéressant et pourquoi pas un VBA ou pourquoi pas justement, ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles sur le V haut entre guillemets parce qu'il n'est pas non plus très très haut, mais et le V en bas. Euh, Moi, je trouve hyper intéressant pour les kites écoles, par exemple, le V en bas, parce que du coup, tu peux démêler la barre facilement pour les profs, ça leur facilite la vie. Mais le problème, c'est que on a développé la bandit avec un VO depuis pas mal d'années. Et passer sur un V-bas, ça voudrait dire remettre un peu à zéro tout ce qu'on a fait et repartir à zéro, quoi. Repartir sur des plans tout neufs presque. Donc voilà, le V, c'est un truc assez important sur la bandit, du moins, et même sur la boulite. Ça influe pas mal sur le profil du kite. C'est-à-dire que si on met le V tout en bas sur une bandit, elle va être trop ouverte. Le shape va être trop ouvert. Du coup, on va certes gagner en plage basse un petit peu, mais le kite va pas être aussi performant que ce qu'il devrait. Et voilà. Donc après, chez F1, l'avantage, c'est que tu peux modifier à ta guise un peu. Si tu as une brise, tu dois mettre un V-bas d'ailleurs. Et si tu as une bandit, tu peux facilement remettre un VO, mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a deux écoles et moi pour le moment ça me dérange pas d'avoir un V à 3 mètres, quoi. C'est pas non plus gênant, quoi. Et du coup, on sait aussi que sur une aile, le bridage est fondamental. Est-ce que toi, ça te dérange les poulies? Ça te dérange pas? Est-ce que tu aimes bien le feeling que ça donne, qui est plus progressif justement, qui fait que c'est un meilleur choqué aussi? Quel intérêt tu peux voir sur des poulies ou pas de poulies? Je sais, enfin voilà, par rapport au dernier chef que vous avez fait par exemple. Ouais, alors niveau poulie, RAF et F1 du coup sont très. Il a toujours eu envie de mettre des poulies. Ça rajoute un côté un peu plus progressif, ça permet d'avoir le kite qui choque plus, c'est quand même plus doux en barre, c'est quand même plus agréable. Après, je te cache pas qu'on teste un peu tous les autres kites et on regarde un peu ce qui se fait dans les bridages fixes. Et les bridages fixes, c'est quand même très très dur à régler parce que du coup, tu dois être vraiment parfait en réglage. Alors qu'une poulie, ça permet de gommer parfois quelques défauts et ça permet aussi, une fois que le rider a ridé l'aile, que les bridages sont un peu détendus, ça rattrape un peu ça compense en gros. Et c'est vrai que sur un bridage sans poulie, le moindre écart, il se ressent directement, quoi. Mais ouais, moi après, c'est vrai que j'ai presque envie tout le temps de mettre des bridages sans poulie parce que je viens du freestyle et les C-shapes, c'est direct en barre, tu vois, t'as rien, les lignes qui sont attachées sur l'aile. Mais c'est vrai que quand tu te mets justement dans la peau d'un rider qui ride un peu juste pour s'amuser, la poulie, ça a bien des avantages quand même. On va parler un peu des planches, des twin tips. Tu développes aussi en partie maintenant? Un peu plus? Ouais, alors je teste beaucoup les constructions, les différentes constructions, parce ils essayent d'évoluer sur des constructions un peu plus, on va dire, en accord avec l'environnement, essayer de mettre moins de produits chimiques, essayer de trouver des solutions pour que ça consomme moins d'énergie. Donc ouais, je teste beaucoup les constructions justement, savoir si ça casse, si c'est trop souple, si c'est mais Raph et Mika sont plus axés sur le test des kites. Ils ride souvent avec le même twin tip et petit à petit après
dès qu'une construction a été trouvée, Raph teste la construction plus ou moins finale et il valide ou il valide pas et on continue dans cette direction, quoi. Mais Et les surfs aussi, tu testes évidemment. Maintenant, tu dois avoir un bon niveau strapless. ouais, je teste aussi les surfs. Alors, par contre, les surfs, c'est quand même Raph qui s'occupe beaucoup de ça parce que il adore le surf, il adore rider dans les vagues. Donc, ouais, c'est lui qui gère principalement ça. Mais ouais, sinon, moi, je teste pas mal les différentes constructions. Je suis un peu novice dans ce milieu parce que je suis pas non plus un expert en surf et en strapless. Mais ouais, j'aime bien de temps en temps tester, savoir si avec cette planche, j'arrive à passer mon bac en strapless ou pas. Bon, c'est cool. Et on va reparler un peu de ta carrière parce que du coup, tu as mis un peu entre parenthèses maintenant les compètes freestyle, j'ai l'impression, non? Cette année, bon, s'il y avait eu le tour, pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en gros, c'est que des événements mixtes qu'ils appellent. Donc, si le vent est fort, ça passe sur des critères plus big air. Et si le vent est moins fort, ça passe sur plus du freestyle. Donc, mon objectif, c'était principalement de faire les étapes où le vent était fort. Parce que j'ai envie de m'orienter plus big air et pour petit à petit rentrer dans la scène avec King of the Air et le Mega Loop Challenge. Ce qui est vraiment pas simple d'y rentrer dedans parce que c'est une petite communauté. C'est dur parce que déjà quand t'es pas dedans, faut faire une vidéo, faut arriver à se qualifier et il y a beaucoup de mecs qui sont forts. Ouais. Donc ouais, voilà, j'ai mis un peu en stand-by le freestyle, mais j'étais inscrit au mondial du vent. Donc ça n'a pas eu lieu, mais bon, si la prochaine, ce serait potentiellement Tarifa, donc à voir, fin juin. Et le freestyle, tu vois que c'est un peu parti en. Enfin, on voit moins de gens qui regardent comme quand nous, dans le passé, il y avait beaucoup de freestyle, à Ronaldo, Kevin Longuery, Yorizun, tous ces monuments-là qui étaient finalement les vitrines du kite. Et on voit que le freestyle là est devenu presque un tout petit marché où il y a quasiment plus personne. Comment toi tu le vis étant donné que tu as été un fer de lance de ça pendant pas mal d'années et de voir cette discipline un peu mourir entre guillemets, hein, je dis, mais comment tu le perçois? Alors, je dirais pas que la discipline est en train de mourir, c'est peut-être un peu violent, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, comme dans tous les sports, la discipline a évolué et elle a tellement évolué qu'elle s'est éloignée du rider moyen et de ce que sont capables de faire les riders du week-end, quoi, en gros. Et du coup, en allant si loin comme ça, même des riders comme moi, j'ai du mal à rentrer dedans, quoi. Tu vois, c'est parti tellement loin que quand j'ai 26 ans et quand je vois le petit Colombien qui a été champion du monde, là, Valentin Rodriguez, qui a 17 ans et qui a peur de rien et qui envoie des doubles dans toutes les conditions, c'est vrai que pour moi maintenant, ça me paraît, j'ai l'impression d'être vraiment vieux, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi c'était peut-être un peu différent parce qu'il y avait qu'une seule discipline. C'était le freestyle. Maintenant, c'est vrai que le big air, ça a pris une dimension tellement importante que est beaucoup plus visuel pour le public. Il faut arriver à comprendre, c'est que le niveau que certains riders ont en freestyle maintenant, c'est juste incroyable, quoi. Je pensais pas que ce soit possible d'en arriver là, quoi. C'est vraiment. Pourtant, les spots, on y vient tous les ans, tu vois, et tous les ans, tu vois l'évolution des tricks en fonction des riders. Et là, l'an dernier, là, par exemple, par Darla, dans, je sais pas, le clapot qu'il y avait, il y avait un bon 25-30 nœuds et, je sais pas, presque 50 cm par 1 mètre de clapot, quoi. C'était des vagues et arriver à avoir des doubles là-dedans, pour moi, franchement, c'est inhumain, quoi. Donc voilà, je sais pas trop si ça va aller trop loin et du coup, ça va perdre un peu cette dimension ou alors il y aura peut-être trop de blessés, je sais pas trop. Je sais pas le futur que ça va avoir, le freestyle, mais. Changer un peu, ouais. Mais quand tu vois quand même des icônes du kite comme Adlo, on en parlait avec Jordan, c'est vrai que tu vois Adlo maintenant se mettre qu'au big air et on est l'abri d'âge, tu te dis, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts quand même, hein, parce que jamais t'aurais imaginé ça avant, franchement. Faire des no-foot Adlo en 2020. Ouais, c'est vrai que il a toujours eu cette image très freestyle, très corps là. Du coup, le voir faire ça, c'est un peu bizarre, mais aussi ça montre qu'il évolue, quoi, et qu'il a envie justement de continuer à kiter, continuer à être sur le devant de la scène, parce qu'il sait très bien qu'en freestyle, il pourra jamais retoucher des podiums. Et alors qu'en big air, il a tellement d'expérience, tellement de capacité que pour lui, c'est tellement facile. Il a un répertoire de tricks tellement grand que ce qu'il fait maintenant, il le faisait déjà en 2001, 2002, quoi. Donc, Et là, on voit, tu vois, sur les compètes, on voit vraiment presque il est sous-noté tellement qu'il a du contrôle. Enfin, je sais pas toi comment tu le vois, mais de ce qu'on a vu, on est là en train de se dire, il met le petit grab là où il faut, comme avant en fait. Il était en train de mettre des petites figures là où personne n'en mettait, quoi.
Ouais, c'est ça qui est dur en Big Air, c'est que la prise de risque est vachement récompensée. Donc parfois, quand tu vois Jesse Richman, par exemple, t'as l'impression qu'il va mourir à chaque saut. Et c'est ça qui donne ce côté qu'on aime en Big Air, tu vois. Et c'est vrai que des fois, Aaron, il est tellement en contrôle. Et parfois, je trouve que Kevin aussi est beaucoup en contrôle. Et ça n'a pas la même sensation que quand tu vois Jesse qui part dans tous les sens. Tu dis, là, c'est sûr, il est mort. Et à la fin, il pose nickel, tu vois. Tu voilà, vraiment respect, quoi. Alors qu'en fait, Jesse, il est en contrôle aussi. Mais ça rend pas pareil. Mais ouais. Il est un peu plus freestyle dans la tête quand même, hein. Ça, tu vois que bon, des fois, tu dis ça se pose pas là. C'est vrai qu'à de l'eau, il y a une impression de contrôle. Et accessoirement aussi, ça permet aux vieux kitesurfers finalement de rester dans le milieu, hein, de continuer à faire des podiums. Comme toi, ça va te permettre de faire jusqu'à 35 ans, hein. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis. C'est que le Big Air, au moins, il n'y a pas besoin d'être jeune et d'avoir ses deux genoux, même si j'en ai un qui est un peu fatigué. Mais ouais, c'est plus doux et ça permet de durer un peu dans le kite, quoi, dans la compète. Ouais. Parce que j'ai pas trop envie d'arrêter les compètes, en fait. Quels sont tes projets du coup maintenant pour le futur, là, dans moyen, enfin, déjà de renaviguer, j'imagine. Mais quels sont tes projets que tu vas continuer à développer? C'est quelque chose sur lequel tu veux encore plus t'investir? Et le Big Air, globalement, c'est les deux trucs sur lesquels tu veux continuer pleinement? Ouais, alors principalement Big Air. Après, le développement, c'est des périodes, en fait. La période estivale, c'est un peu fini niveau développement, puisque c'est censé être le moment où les kites sortent. Donc, ça reprend potentiellement en octobre, par là, octobre-novembre. Et après, ouais, compète Big Air. Et plus ça va, plus j'aime faire des trips vidéo, quoi, des trips aventure. Donc ouais, bah, si tout va bien, on devrait partir avec Manera en juin. Et après, on devrait peut-être partir avec F1 aussi pour un trip. Donc à voir. Et on a fait un trip au Mozambique en décembre, là, la vidéo devrait sortir dans pas longtemps aussi. Donc voilà, ce côté un peu freerider m'attire aussi pas mal, découvrir des spots. Et aussi le trip que vous avez fait en Russie, là, c'était assez atypique, là. C'était vraiment, franchement, ça a mis une claque à beaucoup de personnes parce que jamais t'aurais imaginé pouvoir faire du kite dans des endroits comme ça, quoi. Ça devait être assez sympa à vivre, j'imagine. Ouais, c'est ça que j'aime avec Manera, c'est qu'ils ont toujours. Julien, là, le boss de Manera, il est toujours en recherche de spots quasiment inridés où personne n'est jamais allé, où personne n'a jamais fait de kite. Et à chaque fois, les trips, ça tient à pas grand chose, quoi. Ça s'est joué à rien du tout pour rider dans le lac, là. Genre, je crois, une semaine avant, c'était complètement gelé, et une semaine après, en fait, c'est la glace qui forme un bouchon. Donc, dès que la glace a fondu, en fait, le lac se vide et c'est que de l'herbe. Donc, en fait, ça s'est joué, c'est un timing vraiment parfait. Et c'est ça que j'aime dans ces trips aussi, tu vois, c'est qu'il n'y a rien de prévu à l'avance et tu sais pas si tu vas scorer ou pas. Et parfois, tu scores pas et parfois, tu scores des trucs de ouf. Donc, ouais, c'était assez atypique et ça donne vraiment envie de faire d'autres trips dans le même style. Et j'espère que celui cette année, il va vraiment avoir lieu. Alors, en tout cas, on a hâte de voir tes prochains projets, hein. De toute façon, on te suit depuis que t'es petit parce que nous, on est un petit peu plus vieux. Et ouais, on a vraiment hâte de voir. Et de toute façon, il y a qu'une adresse pour découvrir le kite, c'est @taoride.com. À très bientôt sur @taoride.com.